Lui, c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. Tu sais que t'es pas obligé de me montrer du doigt, on n'est pas à l'image. Exceptionnellement, cette semaine, on est en off. Pour vous parler des suites ou des séquelles, comme disent les ricains. Oui, on ne va pas vous parler des grandes sagas comme Star Wars ou Die Hard, hein. On vous parle des suites directes, des suites méconnues dont vous n'avez jamais entendu parler. Même votre grand-mère les a pas vues. Faites sonner la cloche pour vous abonner. Likez si vous aimez. Et bien sûr, exprimez-vous en com. Et pourquoi tu me fais un doigt? Je m'exprime. Allez, tout de suite, les suites. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! On va commencer par The Fall of Nations, qui est considéré comme la première suite de l'histoire du cinéma. C'est Thomas F. Dixon, en 1916, qui le réalise. Une suite directe à Birth of Nation de D.W. Griffith, réalisée un an avant. Oui, Naissance d'une nation. Vous savez, ce petit film sympathique qui a révolutionné le langage cinématographique en le modernisant. L'histoire d'un club fermé d'hommes blancs, cagoulés, qui montent à cheval, brûlent des croix, et lynchent de méchants hommes de couleur. Le deuxième raconte une invasion d'armées européennes menée par l'Allemagne contre les États-Unis et qui massacre sur leur passage hommes, femmes et enfants. C'était un véritable plaidoyer pour l'entrée en guerre des États-Unis à ce moment-là. Heureusement ou malheureusement, on n'a pas d'image. Le film est considéré comme perdu, donc on vous montre des images de Birth of a Nation. C'est ballot pour une émission qui en refait. Ouais, ça commence bien. En parlant de la suite d'un classique, je vais te parler d'un téléfilm réalisé par Christophe Ménol en 1990. A Dangerous Man, Lawrence After Arabia. La suite du film de David Lean. Le film essaie de succéder tant bien que mal au cultissime et multi-scarisé film. Et pour remplacer le phénomène Peter O'Toole, on a le tout jeune Ralph Fiennes dans son premier rôle. Regarde comme il était tout mignon. Le film parle plus ouvertement de la prétendue homosexualité de Lawrence, un thème qui n'a jamais été abordé bien sûr dans le premier film, et bien sûr de la désillusion des pays arabes qui se recherchaient une légitimité. On a d'autres téléfilms qui ont tenté de donner suite à des grands classiques. C'est le cas notamment en 1976 avec Look What Happened to Rosemary's Baby. Ça me rappelle un film de 68 de Roman Polanski. Ah, oula, on a dit qu'on parlait pas de ça. Ah oui, ah non, sujet touchy. Il y a aussi Les Oiseaux 2, réalisé par Rick Rosenthal en 94, qu'il a signé sous le nom d'Alan Smithee. Ce pseudo, si vous le connaissez, c'est celui qu'utilisent les réalisateurs quand ils sont pas contents du résultat de leur film. Ça te donne un peu une idée de la qualité de ce petit téléfilm. D'ailleurs, cette suite n'en est pas vraiment une, hein. C'est plutôt une espèce de remake déguisé, où l'actrice Tippi Hedren revient, mais dans un autre rôle. Et si je te dis Oz, tu me réponds quoi? Ah, la série HBO qui se passe dans les prisons. Pas du tout. Moi, je te parle d'un film sorti en 85, réalisé par Walter Murch, produit par Disney. Ça s'appelle Un monde extraordinaire ou Return to Oz. Superbe film pour enfants, mais avec des scènes assez effrayantes. Qui a traumatisé toute une génération. Malgré les effets spéciaux de qualité, ce film fut un gros échec. En parlant de La firme aux grandes oreilles, hein, ils ont quand même pondu beaucoup de suites à leur plus grand succès. Aladdin 2, Cendrillon 2, et même Bambi 2. Ouais, avec Dwayne Johnson, c'est un bon film d'action bien bourrin, ça. Mais non, moi je te parle de Bambi 2, la suite du film de Disney. Bambi 2 n'est pas une suite au premier. C'est ce qu'on appelle communément un midquel. C'est-à-dire que l'histoire se déroule pendant le premier film. Une sorte de parenthèse qui raconte un moment donné avant la mort de la maman de Bambi. Sorti directement en DVD aux États-Unis, mais qui est sorti en salle en France. Ah, tu veux dire qu'aux États-Unis, il est sorti en DTV? Mais c'est quoi des DTV? Un DTV, c'est quoi? Un DTV, c'est un direct to vidéo. Vous vous souvenez peut-être de ces endroits qu'on appelait autrefois des vidéoclubs, hein. Les rayons étaient remplis de DTV. Aujourd'hui, on les retrouve plutôt dans les bacs à 2 € chez Noz ou dans les fins-fonds des catalogues de streaming. Sortir un film au cinéma, ça coûte de l'argent. C'est pourquoi le marché de la vidéo est devenu le refuge de production plus modeste. Bah, on comprend pourquoi au début, c'était réservé aux films d'horreur, séries Z, et bien sûr au porno. Hein. Ah, aussi aux cassettes de Jane Fonda, les cassettes d'exercice physique. Tu te souviens de ça? Depuis les années 90 que ces suites destinées au marché de la vidéo ont commencé à fleurir. Et ça a commencé dans le domaine de l'animation. En 94, avec la suite d'Aladdin, Retour de Jafar. Cette même année est également sorti Petit Dinosaure 2 chez Universal. Les producteurs, ils sont pas bêtes, hein. Quand un film a rapporté beaucoup d'argent, bah c'est sûrement qu'il y a un filon à exploiter, hein. Ce qui compte, c'est que le thème ressemble vaguement à celui du premier. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des espèces de spin-off qui n'ont pour seul lien qu'une vague thématique qui les relie au premier, hein. Tu as des exemples? On peut citer par exemple Dirty Dancing, Havana Nights. Le dramaturge Peter Segal a écrit un scénario qui s'appelait Cuba Mine, qui narrait la relation amoureuse entre une jeune américaine et un révolutionnaire cubain. Le film fut inspiré de l'expérience réelle de la productrice Joan Jensen et traitait avec sérieux de la révolution à Cuba dans les années 50. Le script avait été commandé en 92 par Ernst Bender, le producteur de Tarantino. Le scénario a été acheté par un studio qui a demandé plusieurs écritures avant de décider de ne pas produire le film. 10 ans plus tard, Bender a ressorti le script de son tiroir et décidé de le transformer ensuite à Dirty Dancing.
Tada! Sauf que plus une seule ligne du scénario original de Seagal n'apparaît dans le film. Mais c'est pas tout. Est-ce que t'as entendu parler de American Psycho 2 All American Girl? Non, pas du tout. Adapté d'un script qui s'appelait The Girl Who Wouldn't Die. C'est un projet de film qui n'a rien à voir avec le film original ni avec le roman de Bret Easton Ellis. D'ailleurs, le choix d'en faire une suite n'a été décidé qu'en post-production. L'actrice Mila Kunis n'était même pas au courant et n'a appris ce changement que bien après le tournage. Le film, en effet, a été totalement remonté pour être transformé en suite. Le seul lien narratif qu'il y a avec le premier film, il est très mince, puisqu'il consiste juste en une scène de prologue où en fait il y a une babysitter qui a rendez-vous avec Patrick Bateman, le héros du premier film. Ce qui est drôle, c'est que le film est réalisé par un certain Morgan Freeman. Ah, très grand acteur. Attends, on me dit de l'oreillette que c'est Morgan J. Freeman. On est vraiment dans la contrefaçon jusqu'au bout. D'ailleurs, il dira à propos de ce film, c'était un bon salaire et j'avais beaucoup de factures à payer. Dans le même genre, on a aussi 8 mm 2, la suite du film avec Nicolas Cage, qui n'a aucun lien avec le film de Joel Schumacher. À l'origine, ça s'appelait The Velvet Side of Hell, avant d'être rebaptisé pour des raisons de marketing et de sortir sur le nom 8 mm 2. Bah, ils auraient pu l'appeler 16 mm, non? Puisqu'on parle de Joel Schumacher, c'est plus ou moins ce qui s'est passé également avec la suite de Génération Perdue, Lost Boys 2, réalisé par PJ Piche. C'est le scénariste Hans Rodionov qui avait écrit un scénario qui s'appelait The Tribe et qui parlait de loup-garou surfeur. Les exécutifs de chez Warner ont rejeté le script parce qu'ils trouvaient qu'il ressemblait trop au film de Schumacher. L'un d'entre eux a eu une idée géniale, ils se sont dit, et si on transformait ce film de loup-garou en film de vampire? The Tribe est alors devenu Lost Boys 2, The Tribe. C'est pas compliqué. Le scénariste aura beau leur faire remarquer que dans la mythologie des vampires, ils sont pas censés pouvoir traverser les courants d'eau, les producteurs lui ont ri au nez en lui disant que ça n'avait aucune importance. PG Pitch, là, il me rappelle quelque chose. C'est un vrai cas d'école, sa filmographie est constituée que de suites en DTV, puisqu'il a fait Une Nuit en Enfer 3, Sniper 3, Lost Boys 2 et Mise à Prix 2. Même si dans le cas d'Une Nuit en Enfer 3 et Mise à Prix 2, c'est un peu différent. C'est des films qui ont été commandés par les créateurs des films originaux eux-mêmes, qui souhaitaient sincèrement étendre les univers de leurs films. Robert Rodriguez a engagé PG Pitch pour réaliser la préquelle d'Une Nuit en Enfer. Pitch a également eu une très bonne expérience créative en réalisant Smoking Aces 2, Mise à Prix 2, qu'il a vu travailler aux côtés du réalisateur de l'original, Joe Carnahan. Tout comme Rodriguez, Carnahan a élaboré lui-même un plan de suite et convaincu le studio de le soutenir. Il estimait que le premier film était mal compris, il voulait que sa suite contribue à la populariser. En revanche, Richard Kelly, réalisateur de Donnie Darko, a eu moins de chance avec la suite de son film. L'héritage de sang. Oui, S. Darko, qui se passe 7 ans après le film original et qui est centré sur la sœur de Donnie qui s'appelle Samantha. Kelly a avoué sur son blog MySpace qu'il n'avait pas lu le scénario original et qu'il n'avait aucune implication sur cette suite. Ah, ces producteurs ricains, c'est des sacrés arnaqueurs. Et détrompe-toi, parce que les Européens ne sont pas en reste. Tu connais Alien 2? Ah oui, le film de James Cameron. Non, je parle du film américano-italien qui s'appelle Alien 2 et connu aussi sous le nom de Alien Terror ou Strangers ou alors Alien 2 Sulla Terra ou Le Monstre attaque en France, réalisé par Ciro Ippolito en 1980. Et c'est ce qu'on appelle une œuvre apocryphe, dont l'originalité n'est pas établie. C'est une suite opportuniste, quoi. Ippolito, en fait, a eu cette idée géniale de faire une suite à l'Alien de Ridley Scott, après l'avoir vu au cinéma, et surtout après avoir remarqué une affiche qui annonçait le futur Zombie 2, l'enfer des zombies, de Fulci. Ippolito décide de transposer l'action de son Alien 2 sur Terre, où l'équipage d'un vaisseau spatial ramène des pierres extraterrestres qui vont libérer un monstre qui infecte des spéléologues dans une grotte. Là, ces Italiens, ils reculent devant rien pour gagner de l'argent. Si je te dis American Warrior 2... La suite d'American Warrior 1. Oui, produit par la Canon avec Michael Dudikoff, qui a été élu le macho le plus sexy du cinéma par les lecteurs de Ciné Télé Revue. On pense que c'est la suite de American Ninja, qui est le titre en VO de American Warrior. Mais non, c'est sans doute la suite de Invasion USA, avec ce bon vieux Chuck Norris, alias Matt Hunter. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ah, ouais, d'accord. Dudikoff porte le même nom que Norris, et savate des méchants avec son compère de American Warrior. Ah oui, le fameux Steve James. Sous la direction du même réalisateur, Sam Firstenberg. Les distributeurs en France, ils réfléchissent pas à deux fois, voulant surfer sur le succès du premier film, ont eu la bonne idée de faire croire à une suite. Sauf que pas de bol, l'année suivante, en 87, sort la vraie suite d'American Ninja, celle qui aurait dû s'appeler American Warrior 2. Du coup, les distributeurs n'ont pas eu d'autre choix que de l'appeler autrement, et ont choisi le Ninja Blanc. Pour faire court, American Warrior 2 n'est pas le vrai American Warrior 2. Je commence à avoir mal à la tête, en tout cas, avec tout ça. Écoute, je vais te donner un exemple plus simple. Tu connais Universal Soldier? Avec Van Damme. Il y a eu deux suites qui existent. Il y a Universal Soldier, le combat absolu, en 1999, et il y a aussi un autre Universal Soldier 2, Frères d'armes, qui était sorti en 98, un an plus tôt. Le premier est américain et va sortir en salle, et l'autre est canadien et va sortir directement en vidéo, et qui était supposé être le pilote pour une série Showtime qui n'a bien sûr jamais vu le jour. Comme quoi on peut avoir deux suites différentes à un même film. On parlait tout à l'heure de notre ami Van Damme. Pendant la majorité de sa carrière, il refusait quand même de faire des suites à ses films. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué dans les suites de Bloodsport et Kickboxer. Sauf que, qu'est-ce qu'il fait, ce vaillant Belge? Il décide de jouer dans la suite du
du reboot de Kickboxer, qui s'appelle Kickboxer Retaliation, en 2017, après avoir joué dans le premier, qui s'appelait Kickboxer Vengeance. Sauf que là, il joue plus le guerrier, il joue le rôle de maître Durand. Il ne joue pas non plus dans Welcome to Sudden Death, en France, titré Mort Subite 2, qui est sorti l'année dernière en 2020 de Dallas Jackson. Il est remplacé par Michael J. White. Ce film est supposé faire suite à l'original Sudden Death, Mort Subite de Peter Iams. Van Damme n'a pas non plus dit oui à Time Cop 2, La décision de Berlin, un film qui est sorti en 2003 de Steve Boyum, sorti directement en vidéo et qui faisait suite au Time Cop de 94 avec Peter Iams. Et là, pour le coup, Van Damme est remplacé par Tony Truant, Jason Scott Lee. Attends, on parle de Peter Iams. Peter Iams, c'est celui qui a pondu 2010, l'année du premier contact en 84. Exactement. C'est la suite explicative et directe de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Il a adapté le roman d'Arthur C. Clarke, qui a déjà écrit le premier que Kubrick a admirablement porté à l'écran. Malgré la prestation de Roy Scheider, le film reste quand même en dessous de l'original. Ah oui, bah, difficile de passer après un chef-d'œuvre. Ne me demande pas pourquoi est sorti Robert de Bruce alors. C'est quoi ça? C'est le film de Richard Gray qui est sorti en 2019. Angus McFadden y incarne à nouveau Robert de Bruce et considéré comme la suite officielle de Braveheart. I am Robert the Bruce. It is time we fight. Mais dis-moi, est-ce que tu te rappelles de Teen Wolf? La série? Non, moi je te parle du film Teen Wolf. Avec Michael J. Fox, oh là là, oui. Oui, le film oublié qui date de 85. Ah bah justement, il y a une suite, ça s'appelle Teen Wolf 2, de Christophe Leach, en 87. Et avec Jason Bateman cette fois-ci en tête d'affiche. Il a une belle tête de vainqueur. Notre ami Bateman joue le rôle de Scotty. Ah, comme Marty. Exact. Bah le 2 suit les aventures du cousin de Scotty qui doit aller à l'université. Et il se retrouve bien sûr avec le même gène qui le transforme en loup-garou. Et ça fonctionnait? Ah bah pas du tout, ça a été un échec. Je peux te citer The Arrival 2 ou The Second Arrival en 98. C'est un téléfilm qui fait suite au premier The Arrival de 96 de David Towie où notre ami Charlie Sheen était en prise avec une invasion extraterrestre. Le premier film fut un échec, mais ça n'a pas empêché Kevin S. Tenney de lui faire une suite. Mais rassure-moi, tout n'est pas question d'argent dans le cinéma quand même. Je peux te citer l'exemple de The Blair Witch Project. Ah oui, avec la fille qui avale sa morve là. Non seulement c'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, qu'un budget de 60 000 $ et une recette au box-office mondial qui dépasse les 250 millions, ah bah certains producteurs ont voulu faire une suite et ils ont mis le paquet, 15 millions de dollars de budget. Et ça a donné cette grosse bouse de Blair Witch 2, le livre des anges, réalisé par Joe Berlinger et qui était sorti en 2000 et qui a fracassé le box-office par son échec. Mais je te rappelle qu'en 2016, Adam Wingard a sorti un Blair Witch qui est une autre suite directe au premier film, mais qui ne prend pas compte de celle de 2000. Mais le pire, c'est ces suites de films qui ont été oubliées depuis des décennies. Bah exact. Breaking 2, Electric Boogaloo, 84, avec toujours notre ami Sam Firstenberg à la réalisation. C'est la suite du film Breaking 84 de Joel Silberg. Bah, ce sont des comédies musicales sur le breakdance et la street culture. Ice-T joue un petit rôle dans les deux. Et dans le premier, tu peux même voir Jean-Claude Van Damme en simple spectateur qui n'a pas été crédité au générique. Encore Jean-Claude. Le 2 est sorti 7 mois après le premier. Ça doit être un record dans le genre. Bah, ces films aux USA, ils sont connus, sont considérés comme cultes, mais en France, qui s'en rappelle? Il y a d'autres suites qui ont été inaperçues comme ça que tu peux me citer? Oui, bah, je te parlerai de Hollow Man 2 de Claudio Fa, qui est sorti directement en vidéo en 2006. On voit Kristen Slater qui reprend le rôle de Hollow Man. Franchement, pour un DTV, il n'est pas si mauvais que ça. On avait pire. Il y a quand même des DTV qui valent le coup alors. Un flic à la maternelle 2, je ne sais pas si ça vaut le coup d'être vu. La suite du film avec Schwarzenegger N'a aucun lien avec le premier film et d'ailleurs il reprend la même trame. Mais c'est notre ami Dolph qui reprend un rôle semblable à celui de Schwarzenegger. Puisque tu cites l'un des Expendables, on peut citer également Mickey Rourke. Rappelle-toi Love in Paris, Dan Gourceau, 97. Là c'est la suite de 9 semaines et demie. Qui était un échec aux États-Unis mais qui a très bien marché en Europe et particulièrement en France. Alors les producteurs décident de le tourner en France avec quelques acteurs français, une réalisatrice française. La réalisatrice qui est à la base la monteuse de Coppola, donc pas n'importe qui. Hein. Elle a même monté The Two Jacks, Piège pour un privé, réalisé par Jack Nicholson en 90. La suite de Chinatown, réalisée par Roman... Ah oui, c'est vrai, c'est tabou. Tout à l'heure, on a parlé de PJ Piche, mais on a aussi l'exemple de Alex Dam. C'est un réalisateur américain qui a la particularité d'avoir fait que des suites vidéo, entre autres. Il a pondu Inspecteur Gadget 2 en 2003, Chihuahua de Beverly Hills 2 en 2011, fait Malgré lui 2 en 2012 et La course aux jouets 2 en 2014. Il a pas chômé, le gars, dis donc. Hein. Il y a d'autres comédies familiales comme ça, qui ont eu des suites un peu inconnues. Le Fils du masque, qui est sorti en 2005. Et là, c'est Jamie Kennedy qui remplace Jim Carrey. Le film est surtout connu pour ses mauvais effets spéciaux et c'est considéré comme la pire suite de films de tous les temps. Je vois pourquoi Jim Carrey a refusé de faire cette suite. Pour celle-là, mais pour Dumber and Dumber 2, 2014, oui. Qui le réunit avec son compère Jeff Daniels. Les deux films sont réalisés par les frères Farrelly, qui étaient des monuments de la comédie américaine. Le premier, énorme succès, avec un humour très décalé. Le deuxième est considéré comme assez vieillot et certains disent que c'est même pas drôle.
On se demande si c'était vraiment nécessaire de faire toutes ces suites. Ça dépend des producteurs. Je te donne l'exemple, un film qui s'appelle L'Empereur. Moi, je te parle d'un film documentaire réalisé par Luc Jacquet en 2017. Tu veux dire la suite de La Marche de l'Empereur, sortie en 2005? Ce deuxième documentaire qui s'appelle La Marche de l'Empereur 2 ou La Marche de l'Empereur, l'appel de l'Antarctique, on le présente comme une suite. La suite d'un documentaire, ça me la coupe. On en a vu des suites, hein. Ceci dit, pas sûr qu'on ait envie d'en découvrir beaucoup, on a plutôt envie d'en découvrir les originaux. Ne ratez pas la prochaine émission, ça sera le mercredi 19 mai, on parlera de l'anime Demon Slayer. Oui, le train de l'infini, gros succès mondial. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines émissions. Et un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à commenter et à nous faire des suggestions. Restez bien, on va prolonger le plaisir avec quelques mentions honorables. Moi je vous dis à la prochaine. Et moi je reprends les paroles d'un sage. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule.